Bon, alors on va essayer maintenant de... Très bien, on va essayer maintenant de faire fonctionner la voix. On va voir si ça marche. Et si ça marche, eh ben, on pourra enregistrer par-dessus, quoi, ce sera chouette. Aujourd'hui, je vais vous parler des fautes de français. Alors pourquoi les fautes de français et pourquoi le français d'abord? Eh bien pas le français parce que c'est la langue que je parle, si vous ne l'aviez pas remarqué. Alors je bouge trop vite parce que vous remarquez que la caméra suit les mouvements un petit de façon décalée. Donc je bouge trop vite. Alors je vais essayer de ne pas bouger et revenons donc aux fautes de français. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire dessus, parce que en fait c'est pas très intéressant comme sujet, puisque ça n'intéresse personne, personne n'en fait plus, on en faisait avant, mais avec les progrès de la médecine, maintenant les gens ne font plus de fautes d'orthographe, et ça c'est quand même épatant, parce que c'est vrai qu'avant on ne pouvait pas tripoter le cerveau de façon efficace, donc la neuromédecine fait tellement de progrès qu'aujourd'hui les fautes de français sont, en tout cas pour les personnes qui sont passées par la neurochirurgie, ne sont plus possibles. Et ce qui fait une grosse différence avec la société d'autrefois où les fautes de français étaient courantes parce qu'il n'y avait pas cette médecine du cerveau. Donc ça en fait un sujet, un non-sujet si vous voulez, mais c'est un non-sujet intéressant parce qu'on va en faire une non-analyse, une méta-non-analyse du non-sujet à partir de nos connaissances actuelles et des connaissances antérieures. Donc on va faire un petit point sur les connaissances antérieures concernant les fautes de français et un petit point sur les connaissances actuelles et le fait qu'on ne peut plus vraiment en parler aujourd'hui. Donc le principe, c'est que autrefois, les fautes de français finalement étaient encouragées parce que le français n'ayant pas de forme fixe, on disait aux gens c'est sympa d'écrire comme vous voulez, comme ça nous fait un panel de possibilités. Donc on pouvait écrire les mots de 4, 5, 6, 10 façons différentes, selon l'humeur des auteurs, l'humeur des personnes. Et ça, c'était plutôt encouragé. Donc jusqu'en, allez, mettons, 1476, c'était très fortement encouragé. De 1476 à 1627, c'était fortement encouragé. Et à partir de 1627, il y a des gens qui ont dit oui, mais ça va, moi, ça me donne mal à la tête quand je lis. Bon, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais il y en avait quand même. Ça me donne mal à la tête quand je lis. Moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait qu'une forme par mot. Ce serait sympa. Et comme ces gens-là avaient avec eux la maréchaussée, les mousquetaires et compagnie, ils ont obligé les gens au fil de l'épée en disant ouais, si t'écris pas comme ça va mal se mettre. Et donc, avec Cardinal de Richelieu, que tout le monde connaît, il s'est passé ce qu'on sait, c'est-à-dire que les gens ont commencé à devoir se plier à une discipline beaucoup plus grande concernant l'écriture, et l'orthographe en particulier. Et donc là, les fautes de français ont commencé à apparaître, puisque avant, il n'y en avait pas. La notion de faute n'existait pas. La notion de faute intervient, apparaît à partir du moment où des gens ont dit, voilà, c'est comme ça qu'il va falloir écrire. C'est logique, hein, la faute apparaît quand il y a un code, une règle. Et ce code et cette règle ont été constitués à partir de problèmes de céphalée récurrentes chez des lecteurs. Donc c'est des grammairiens un peu ronchons qui disent ouais, ça file mal à la tête de lire des mots qui ne sont pas toujours écrits pareil. Et alors ce qui fait que ça n'a pas vraiment changé grand-chose puisque les gens ont continué à écrire un peu n'importe comment, comme avant. Sauf que c'était interdit, mais ils le faisaient quand même. Donc vous voyez le paradoxe, d'où la notion de faute liée à l'acception de faute originelle, c'est-à-dire péché, finalement, c'était un péché puni en général. Les gens étaient rarement brûlés en place du village pour une faute d'orthographe, mais ça arrivait, donc à Rouen ou Orléans, à Reims, dans certaines villes, ça arrivait de temps en temps qu'on brûle. Par exemple, si vous écriviez Cristal d'Arc ARC, comme Jeanne, vous risquiez le bûcher. C'est ce genre de choses qui pouvaient arriver et qui malheureusement arrivaient régulièrement. Parce que les grammairiens avaient aussi un pouvoir de police à l'époque, ce qu'on sait peu, mais je le confirme aujourd'hui. C'est intéressant de le noter. Donc après, on a eu plusieurs siècles d'obscurantisme, hein, 18e siècle connu, le siècle de l'obscurité, 19e siècle, il ne s'est pas passé grand-chose à part plusieurs Napoléons qui se sont succédés, qui ont fait des trucs, et puis un Louis-Ferdinand, Philippe, je ne sais plus quoi, qui... bon, donc pour la langue française, on ne peut pas dire que c'était crucial, mais la notion de faute s'est quand même perpétuée de génération en génération, même si Napoléon a essayé, comme Charlemagne avant lui, d'écrire un peu n'importe comment, ça n'a pas pris si vous voulez. Ça n'a pas pris parce qu'il écrivait trop bien dans les fautes, c'est-à-dire qu'il faisait des fautes trop parfaites. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il inventait une orthographe, c'est-à-dire qu'il faisait des fautes en orthographiant toujours de la même façon chaque mot. Ce qui fait que c'était plus des fautes, c'était son orthographe à lui, quoi. C'était une orthographe, on va dire, idiomatique, endémique, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais je pense que vous avez compris le principe.
Et c'est seulement au XXe siècle, donc le mien, hein, celui auquel je suis né et où j'ai fait mon apprentissage de l'orthographe, des dictées, c'est seulement au XXe siècle qu'on a commencé à avoir un jugement collectif vis-à-vis des fautes. J'ai parlé des bûchers du XVIIe siècle, évidemment, mais c'était un jugement plus local, individuel. Alors que là, on a un jugement collectif de la société qui ne supporte plus la faute d'orthographe en tant que telle. Et c'est plus les fautifs qui sont mis en cause, c'est la faute elle-même. Si on la voit, si on la repère dans un livre, dans un texte, dans n'importe quoi, mais ça rend malade. C'est pour ça, je vous dis, je parlais de céphalée au XVIIe siècle, mais ça rend malade. Donc, la médecine, il fallait que la médecine se penche sur cette question de manière très sérieuse et fasse quelque chose pour que ça change. Et ça a changé, hein, donc je l'ai dit, et j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, mais dans une deuxième partie, donc sur les fautes de français et l'histoire, que je viens d'entamer. Mais il y a eu un moment de bascule dans la médecine, la connaissance, la neurochirurgie, la neurolinguistique également, et également dans le contrôle social, la sociopolitique, géopolitique. Donc il y a plein d'implications de cette notion de faute d'orthographe, au point qu'aujourd'hui, on en est enfin débarrassé. Si vous êtes familier des réseaux sociaux, vous noterez qu'il n'y a plus aucune faute d'orthographe et c'est à la fois troublant. Moi, ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'on est tous trépanés d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on n'est pas traîné. Enfin, on est né pas trop. Enfin, non, c'est au niveau du cerveau. On nous a fait des trucs. Trépané, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas traîné ou n'est pas trop. Enfin, là encore une fois, c'est pas très clair. Mais de toute façon, les historiens de la langue ne savent pas non plus trop ce que ça veut dire, donc je ne vais pas m'étendre sur la trépanation. Voilà. Donc dans une deuxième partie, attendez-vous à du costaud, parce que là, on entrera dans un domaine scientifique très pointu, qui est la neurochirurgio-linguistique. Et là, croyez-moi, là, l'apéritif que je vous ai servi là, c'est de la petite bière, c'est rien du tout. On va rire. On va rire. Façon de parler. On va Vous allez apprendre des trucs, comme d'habitude, sur cette chaîne, vous avez l'habitude. On apprend des trucs et c'est ça qui est important, parce que l'apprentissage, la connaissance, c'est beau, surtout quand c'est bien fait. À bientôt. Bon, on mange à quelle heure? C'est une question comme une autre.